Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 8 février 2021. Dans cette édition d'Alerte Libre, nous allons vous raconter l'histoire très difficile de Julie, une jeune femme de 26 ans. Elle accuse des pompiers de l'avoir violée lorsqu'elle était adolescente. Elle demande justice. Son combat est un symbole contre l'impunité des violences sexuelles. Vous entendrez son témoignage dans cette émission. C'est la première fois qu'elle raconte son histoire face à une caméra. Et puis nous recevrons le philosophe Bruno Latour, penseur mondialement connu. Il vient de publier un livre sur la crise sanitaire et le confinement. Où suis-je, leçon du confinement à l'usage des terrestres, c'est son titre. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission vidéo quotidienne de Mediapart. C'est devenu une affaire emblématique d'une justice qui protégerait les agresseurs sans défendre les victimes dans le cas de violences sexuelles. Cette affaire, elle a un nom, Julie, une jeune femme qui accuse plusieurs pompiers de viol. Avec moi sur ce plateau, Célia Mebroukine de la rédaction d'Alerte Libre. Bonsoir Célia. Salut Mathieu. Célia, tu as rencontré Julie et ce soir, dans Alerte Libre, elle t'a parlé pour la première fois. C'est ça. Alors Julie, c'est une jeune femme qui accuse 22 pompiers de l'avoir violée alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Après 10 ans de procédure, seuls 3 d'entre eux sont poursuivis et ils le sont non pas pour viol, qui est un crime, mais pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, qui est un délit. Et c'est tout l'enjeu de cette affaire. Hier, il y avait une manifestation de soutien à Julie, place Saint-Michel à Paris. 200 personnes et plusieurs associations féministes étaient sur place. Oser le féminisme, le collectif national pour les droits des femmes et les Femmes. Elles étaient rassemblées autour de la famille de Julie et de ses avocates avec le même mot d'ordre. Justice pour Julie, justice pour Julie. Pompiers, violeurs, justice complice. Pour Ursula Le Maine, porte-parole d'Oser le féminisme, l'affaire Julie est le symbole d'une justice patriarcale. On est là pour soutenir Julie parce que son affaire, c'est le symbole vraiment du système d'impunité en France où ça ne pourrait pas être plus clair en fait. On a une enfant de 13 ans jusqu'à 15 ans qui est face à une vingtaine de pompiers et pourtant la justice nous dit qu'il n'y a pas de contrainte. C'est un délire total. S'il n'y a pas de justice pour Julie, quelle victime est aux yeux de la justice reconnue comme une victime de viol ? Quelle affaire sera plus claire pour la justice que celle de Julie ? C'est-à-dire on attend des femmes victimes de viol qu'elles meurent en fait pour reconnaître qu'elles soient victimes de viol. On sait que 80% des viols sont commis par des proches, par des personnes de l'entourage de la victime. La justice a une vision du viol qui n'existe que dans les films américains. Il faut qu'elle se rende compte de la réalité du viol et qu'elle se rende compte qu'elle participe à cette impunité, même qu'elle l'organise complètement. Cette décision de requalification des faits en atteinte sexuelle, Julie et sa famille la contestent et mercredi, ses avocates seront devant la Cour de cassation, dernier recours pour que ces pompiers soient poursuivis pour viol. Pour sa mère, les faits sont évidents. Les faits, c'est qu'elle avait moins de 15 ans, qu'elle était vulnérable, qu'eux reconnaissent tous, les 20, avoir eu des actes sexuels sur Julie avec pénétration et que pour autant, ils ne sont pas mis en examen. Il y en a 17 qui ne sont pas mis en examen. Et les 3 premiers, c'est requalifié en atteinte sexuelle, c'est insupportable. C'est insupportable. On attend que la Cour d'appel, que la Cour de cassation casse entièrement l'arrêt de Versailles et que les 20 pompiers retournent devant un juge d'instruction et qu'enfin ils fassent une vraie enquête, ce qu'ils n'ont jamais fait pour l'instant. Ils ont violé, ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice et devant le peuple français. À la fin de la manifestation, Julie, masque et capuche sur la tête, s'est montrée pour la première fois. J'ai un message pour mes violeurs. Vous pensez que vous m'aviez tué, maintenant c'est à vous. Nous avons pu rencontrer Julie pour un entretien anonyme. C'est la première fois qu'elle se confie en présence d'une caméra. Nous sommes revenus avec elle sur les faits qui l'ont poussée à porter plainte pour viol il y a bientôt 11 ans. Et on le répète, à l'époque des faits, Julie avait entre 13 et 15 ans. Attention, le contenu de ces témoignages est difficile à entendre. 13 ans, on est un enfant. Un enfant ne peut pas consentir à des actes sexuels avec un adulte. Comment vous qualifiez ce qui vous est arrivé ? C'est du viol. Moi, à 13 ans, j'étais encore un petit peu... j'étais petite fille, je continuais de regarder mes Disney, voilà. Ils ont agi de manière à m'enlever toute mon humanité, tout en se prétendant pompiers, alors que c'est des personnes qui étaient censées m'aider, me sauver, entre guillemets. Ce qui fait que j'avais entièrement confiance, que je me sentais redevable, qu'on me disait que j'étais redevable.
Au moment des faits, Julie est une jeune adolescente fragile. Certains pompiers qu'elle accuse interviennent régulièrement à son domicile ou à son collège pour la prendre en charge lors de crises de tétanie. Je n'étais même pas en état de consentir puisque j'étais dans un état de grande vulnérabilité. Je passais énormément de temps à dormir dû à mes médicaments. Je n'arrivais même plus à aller à l'école. Je n'arrivais plus à réfléchir. Je n'arrivais plus à parler. Je bafouillais. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention, il y avait une fiche bilan de remplie par les pompiers où il y avait mon nom, mes coordonnées, mon âge et mon traitement médical. Donc il connaissait votre âge et le traitement médicamenteux sous lequel vous étiez à ce moment-là. Exactement, qui était extrêmement important, qui était composé d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques. Et ils ont profité de votre état de santé? Ils en ont profité, abusé. Ils m'ont transformé en objet sexuel, ils m'ont transformé en objet tout court. C'est-à-dire que je n'étais plus un être humain. D'ailleurs, à mes yeux, je n'avais plus de valeur en tant qu'être humain, d'où aussi le fait que j'ai voulu disparaître autant de fois, que je me scarifiais, que j'étais dans un état absolument horrifique. Parmi les 22 pompiers accusés par Julie, seuls 3 sont désormais poursuivis pour atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans. Pourtant, Julie affirme depuis le début de l'enquête qu'elle n'était pas consentante. J'ai été contrainte. J'ai été attrapée de force. J'ai été menacée avec des poings. J'ai été violée. Il y en a un qui a levé le poing en disant toi, tu vas faire ça si, sinon, je te mets le poing. De toutes les manières, j'étais dans un état tellement dissocié à partir du moment où ça a commencé que je n'avais presque plus de réaction. Et les seules petites réactions que j'avais me sont reprochées comme pas assez fortes. Et donc, ils ne pouvaient pas comprendre que je n'étais pas consentante. D'après la justice, comme je n'ai pas hurlé aux fenêtres que je ne me suis pas débattue physiquement plus que ce que j'ai réussi à faire, je suis consentante. Quand elle porte plainte, ce sont les policiers de la brigade des mineurs de Créteil qui prennent en charge son dossier. Et voici le souvenir qu'elle en garde. Je suis arrivée en venant déposer plainte pour viol. Je suis repartie. Quand il m'a posé la question « Tu veux toujours déposer plainte ?» j'ai dit non. C'est-à-dire que pendant toute l'audition, il m'a posé des questions en me disant « Mais là, est-ce que tu as crié là ? Et là, est-ce que tu t'es débattue là ?» Il me dit « Si tu n'as pas crié, si tu ne t'es pas débattue, ou pas plus que ça, c'est pas un viol. Alors pourquoi tu veux déposer plainte pour viol ?» Cette audition a été un profond traumatisme où je suis repartie en étant persuadée que tout ce qui s'est passé, je l'ai voulu et que tout était de ma faute. Cette affaire est aussi emblématique de la remise en cause de la parole des victimes. Nous avons eu accès aux procès-verbaux de l'audition de Julie auprès de la brigade des mineurs de Créteil. Et en effet, lors de son audition, les policiers ne semblent pas neutres dans leurs questions. Ils inversent même la charge de la culpabilité. Ils lui demandent, par exemple, « Combien d'amants as-tu avant celui-ci » ou si elle considère que son appétit sexuel est commun. Ils lui font aussi remarquer qu'il y a une différence entre avoir honte de ce qu'on fait et être contrainte à faire des choses. Ils sous-entendent aussi ce que serait un bon viol, puisqu'ils lui demandent « Vois-tu la différence entre ce qu'il s'est passé et un viol ?» Julie répond « J'ai pas crié, j'ai pas hurlé ». Pour Lorraine Questiot, l'avocate de Julie, cette audition n'aurait pas dû se passer comme ça. Aujourd'hui en France, les personnes qui sont les enquêteurs, les personnes qui sont au contact des victimes sont censées être formées en fait, formées sur les violences sexuelles, sur les conséquences des violences sexuelles, tout spécifiquement la brigade des mineurs qui se vante d'ailleurs d'être particulièrement formée sur ces questions. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait cet enquêteur et les autres enquêteurs sont tout simplement dans l'illégalité absolue.
C'est-à-dire que, évidemment, non seulement ils sont censés avoir un autre comportement, ça c'est bien évident, mais les questions qu'ils posent vont à l'encontre des obligations qui pèsent sur eux. Ils sont censés connaître, être formés sur les conséquences que le trauma induit chez les victimes. C'est-à-dire que tout ce que finalement Julie raconte est tout à fait conforme à ce que la science sait des comportements des victimes de violences sexuelles. Pour elle, ces policiers participent à la culture du viol. Le mode opératoire des agresseurs, il est communément connu. C'est quelque chose qu'on enseigne. Je veux dire, personne ne l'ignore. Et cet enquêteur va faire abstraction en réalité de cette connaissance et va se permettre de mener finalement une enquête selon son propre référentiel, qui est le référentiel d'un agresseur. Et selon elle, cette volonté de requalifier les faits en délit et ainsi d'éviter la cour d'assises n'est pas une surprise. On sait pertinemment que la cour d'assises va condamner ces violeurs. Parce qu'on sait pertinemment que tout un chacun, un juré, une personne, je veux dire un citoyen, mis en face d'une telle évidence, d'une telle violence, d'un tel acharnement en fait de haine contre cet enfant, et devant les faits, devant l'évidence, vont évidemment condamner ces 22 ou 20 pompiers pour viol. Ça me semble évident. Et en fait, je pense que cette affaire, ce qu'elle réveille dans la société, c'est ce gouffre. Ce gouffre entre le sentiment qu'on a toutes et tous, quand on a juste un tiers, juste un petit descriptif de ce que ces hommes ont fait, et le sentiment de satisfaction absolue de tout l'appareil judiciaire qui se dit oui, mais nous, on voit pas de problème, hein, les uns les autres s'auto-valident en fait, dans cette espèce de mensonge absolu, de déni de justice total. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en fracture. On s'aperçoit qu'en réalité, la société, elle est en train de progresser, et elle a progressé, et elle a une justice encore qui traîne, qui fait barrage, qui fait obstruction. Nous avons contacté les avocats des 3 pompiers poursuivis. Un seul nous a répondu. Il a déclaré que son client n'a pas commis les faits qu'on lui reproche et annonce qu'il plaidera la relaxe. Quant à Julie, elle espère pouvoir être enfin considérée comme une victime par la justice française. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça fait 10 ans que j'ai l'impression de vivre mon procès et pas le procès de mes violeurs. Ce qui fait que tant que je n'aurai pas obtenu une justice, je ne pourrai pas commencer réellement à vivre. Merci Célia, et on retrouve également ce soir le récit de cette affaire sur Mediapart, une enquête que tu as coécrit avec Lénaïque Bredoux. On accueille désormais le philosophe Bruno Latour. Bonjour Bruno Latour. Vous êtes sociologue, anthropologue, philosophe. Vos différents ouvrages ont été traduits dans le monde entier et vous publiez aux éditions de la Découverte ce livre « Où suis-je ? Leçon du confinement à usage des terrestres ». Bruno Latour, ce titre « Où suis-je ?» c'est franchement la question que beaucoup d'entre nous se posent en ce moment. Moi, je vous pose la question très simplement pour débuter. On en est où, Bruno Latour, en ce moment ? Vous êtes où, vous ? Confiné, comme tout le monde. C'est une situation que nous connaissons qui est pénible pour moi et tragique pour beaucoup de gens. On a envie d'en ajouter une autre à cette question, à ce où suis-je, une autre question très basique elle aussi, qu'est-ce qui nous arrive ? Quel mot vous mettriez là-dessus, sur cette expérience étrange, qui est d'ailleurs différente selon les gens, Il y a des gens qui ont le luxe, quelque part, de ne pas être éprouvés autant que d'autres dans cette société actuellement. Cette épreuve a quand même une caractéristique, c'est qu'on rencontre un virus, et que ce virus nous surprend. Il nous surprend parce qu'on pensait qu'on n'en avait plus. C'était des histoires anciennes. Il nous surprend parce qu'il réagit, il nous surprend parce qu'il mute. Il nous surprend parce qu'il réagit différemment, ou plutôt les gens réagissent différemment à ce même virus en fonction des inégalités dans lesquelles ils ont été plongés depuis très longtemps. Donc il y a une espèce quand même d'expérience générale de confrontation avec un type d'être, virus, qu'on pensait avoir laissé derrière nous. Et donc ça donne des idées sur le type d'être qu'on va rencontrer quand on sortira de ce confinement. C'est ça l'idée du livre, c'est qu'on est confiné, mais en même temps on réfléchit peut-être à se situer dans un autre espace. Et c'est l'avantage ou la leçon, si on peut dire, que j'essaie de tirer pour faire tirer quand même quelque chose de positif d'une situation qui est pénible et terrible pour beaucoup de gens. C'est quoi ? C'est un désarroi, c'est un inconfort, ou c'est la certitude que le monde ne sera plus comme avant ? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé au début du monde d'après.
Est-ce que c'est quoi cette expérience ? Moi, j'aligne, c'est un peu une obsession hein, c'est d'aligner la question du confinement à l'intérieur de la maison, ce qui arrive à beaucoup de gens, et la question du confinement, cette fois-ci plus positif, disons, à l'intérieur d'un espace que j'appelle terrestre. Ça, c'est la version positive, en quelque sorte. Elle est négative parce qu'on est confiné dans cet espace, mais en même temps, elle est positive parce qu'on sait à peu près quand même maintenant où on est. Donc il y a une espèce de mutation de l'espace où on est qui, elle, je pense, est pleine d'enseignements, et on a intérêt à en tirer les leçons le plus vite possible, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le virus, d'abord, il y a peut-être d'autres virus, et puis il y a l'autre question des vivants qui réagissent à nos actions, qui est ce qui arrive au système Terre. Donc on est en quelque sorte, alors que l'écologie restait une question très importante, mais qui était, disons, un peu distante et pas partagée, là, au moins, on a une expérience partagée de réagir à des êtres qui réagissent à nos actions. Donc ça, en un sens, c'est positif. Alors, vous commencez ce livre, qui est un peu une fable, d'une certaine façon, par une image. Vous nous comparez tous, collectivement, individuellement et collectivement, à Grégor Samsa, le héros du roman La Métamorphose de Kafka, roman écrit en 1915. Samsa, le héros du livre, si on peut dire, s'y transforme dans son sommeil en monstrueux insecte. Vous dites une blette, un crabe, un cancrelat, on ne sait pas trop. Pourquoi vous nous comparez à lui et pourquoi vous parlez de métamorphose ? Parce que je pense que Kafka lui-même était tout à fait perdu dans le monde de son époque. Il cherchait à se réarticuler dans le monde. Il disait toujours qu'il était incapable de faire quoi que ce soit. Il était en quelque sorte en situation de distance sociale. Et c'est ce qui nous arrive à tous. On est en situation de ne pas savoir ce qu'on peut faire, pas savoir si on peut aller au restaurant, pas savoir ce qui est essentiel et pas essentiel, etc., etc. Et donc la puissance de la nouvelle, j'ai l'impression, capte assez bien quelque chose, et capte aussi le fait que la distance avec les parents de Grégor Samsa, qui est le monsieur qui devient cancrelat, il regarde ses parents comme des gens vraiment d'un autre monde. Or, c'est quand même ça qui nous arrive quand on pense à ce qu'on faisait avant. En arrivant, on discutait, vous disiez, on a été au café autrefois, ça paraissait au café autrefois. Ça paraissait une distance énorme. Donc cette distance et le fait qu'on a des masques et le fait qu'on est tenu par des microbes et qu'on a ensuite cette question écologique derrière nous modifie la façon dont on a un corps. Donc il y a une dimension corporelle que le virus, évidemment, ne cesse très tragiquement d'accentuer par le fait qu'il y a des gens qui meurent, des gens qui sont paralysés, des gens qui ne peuvent pas respirer. Donc il y a une expérience quand même qui est tellement énorme et tellement universelle, avec des inégalités tellement importantes que c'est impensable qu'on utilise cette année entière de traumatisme, disons, pour ne pas se dire, mais finalement, je suis quoi ? Je suis construit comment ? C'est une prise de conscience aussi douloureuse dans ce livre. Vous dites par exemple, et c'est pour ça que vous utilisez cette métaphore de la métamorphose d'une certaine façon, comme le héros de Kafka. Vous dites en fait je sens que je dois tirer avec effort une longue traînée de CO2 qui m'interdit de m'envoler en prenant un billet d'avion. Je dois traîner chaque jour. En fait, je prends conscience. On prend conscience de cette carapace de conséquences. Vous dites chaque jour plus affreuse qu'on doit apprendre à traîner. C'est-à-dire on ne peut pas faire autrement que de vivre aujourd'hui avec cette conscience que que la crise écologique est là, que la crise climatique est là et qu'il faut s'y confronter. Oui, je voyais hier un opéra, j'étais très surpris parce que c'était un opéra d'avant. On voit 200 personnes sur le Châtelet qui sont en train de se toucher et de s'embrasser. Et je me disais, mentalement, je rajoutais le flot de virus qu'on nous a habitués à toujours prendre en compte maintenant qu'on se rend compte. Voilà, c'est une mutation, ça. Et de même, le CO2 qui nous attache, c'est aussi une mutation. Et le fait qu'on est incertain de ce qu'on mange ou de la façon dont on doit s'habiller, où est-ce qu'on doit arriver, quel est le métier qu'on doit faire, quel est le lieu qu'on doit habiter. C'est une série de mutations et si vous les ajoutez toutes les unes derrière les autres, vous avez un autre corps. Et là, la puissance de la nouvelle de Kafka est quand même très juste. Alors moi, je la rends positive, évidemment, parce que devenir un insecte, c'est aussi être capable de comprendre dans quel monde on est et donc où est-ce qu'on peut bouger et se déplacer. Alors on va y venir justement, mais il y a un mot très important dans ce livre. Vous dites le confinement est définitif d'une certaine façon. Alors nous ne serons pas définitivement confinés, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et pourquoi vous dites que ce confinement, ce qui nous arrive là, c'est une répétition générale de cette crise climatique, de ce qui nous attend finalement ? C'est mon hypothèse, mais c'est une façon d'utiliser le fait qu'on est confiné à l'intérieur. Donc on se réhabitue à l'idée qu'on est toujours à l'intérieur d'une enveloppe. Mais si on lit la littérature
que nous donnent les biologistes, les écologistes, les géochimistes, etc., et les spécialistes du système Terre, quand ils parlent de limites planétaires, ils décrivent aussi un confinement. Ils décrivent aussi une limite cosmologique, cette fois-ci. On n'est pas dans l'infini d'un monde dans lequel on va indéfiniment se développer. On est à l'intérieur d'un lieu qui a finalement des limites assez étroites et qu'on commence à bien connaître et même à calculer. La quantité d'informations qu'on a maintenant sur ces limites du système Terre nous donne, cette fois-ci positivement, une logique de confinement. Alors, évidemment, je reconnais que c'est assez pervers de réutiliser positivement le mot confinement, mais c'est aussi parce que cette expérience corporelle que nous avons tous, c'est une expérience sensationnelle pour essayer de se ressaisir enfin existentiellement cette question dite écologique qui est d'une importance politique énorme, mais qu'on a toujours un peu de peine à situer, disons. C'est pour ça, où suis-je ? Ben voilà, on est là. On est là. Et vous êtes confinés, et c'est pour toujours. Et c'est bien. D'accord, c'est bien. On a du mal à voir que c'est bien, forcément. Je reconnais, moi aussi j'ai un peu de mal. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire redevenir terrestre ? Vous dites beaucoup dans le livre de redevenir terrestre, c'est ça ? C'est vivre, savoir où on est. C'est comme, on a tous réappris, pour ceux qui sont chez eux, qu'est-ce que je suis chez moi ? Est-ce que je dois le rester ? Est-ce que je dois sortir ? Est-ce que je dois rompre un certain nombre de règles, etc. Oui, ben voilà, maintenant c'est la question d'être terrestre, mais cette fois-ci positivement et dans un espace qui va avoir ses limites et ses limites planétaires et qu'on va tous être obligés de réfléchir positivement. Et c'est cette espèce d'enfouissement ou d'enveloppement, si vous voulez, qui est tellement différent de ce qu'on était au XXe siècle. Oui, parce que vous, ça fait longtemps que vous avez, le sociologue des sciences que vous êtes, à intégrer depuis longtemps dans sa pensée cette question de l'urgence environnementale, ce nouveau régime climatique. Mais on disait encore, on continue d'ailleurs encore un peu à dire que c'est difficile de se mobiliser pour le climat, que les gens ne veulent pas voir cette question-là. Vous pensez que ça va changer, que c'est en train de changer ? C'est une hypothèse. Hein. Moi, je suis pour l'hypothèse optimiste, mais c'est possible que non, mais quand même, il y a une espèce de tension entre le virus, parce qu'il y a une familiarité d'être entre un virus qui réagit à nos actions très rapidement et la question climatique qui réagit très rapidement à nos actions. Ils sont quand même du même ordre, pas de la même taille, pas de la même dimension, mais du même ordre. Donc il y a quand même on se familiarise grâce à l'épidémie avec un type de phénomène dans lequel on va être plongé. Et je pense que ça, c'est relativement positif. Ceci dit, le pire est aussi probable. Est-ce que notre surprise, c'est pas que nous découvrons finalement, on va dire, en Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, nous découvrons finalement ce que d'autres personnes ailleurs sur la planète, où il y a des inégalités très fortes, où la crise climatique est déjà très réelle, très prégnante, connaissent déjà en réalité. Ça rend d'autant plus important de faire le lien entre la crise, disons, pandémique et la crise climatique, parce qu'évidemment, toutes les autres cultures, toutes les autres nations savent ces choses parfaitement depuis longtemps, aussi bien les Indiens d'Amazonie que les gens du Bangladesh, que toute une série de civilisations complètement habituées à vivre avec ces êtres qui répondent à nos actions. C'est nous, les modernes industriels privilégiés riches, qui réalisons des choses que nous avions connues, mais que nous avons très volontairement décidé d'ignorer. C'est cette espèce de distance entre le monde où l'on vit, et relativement confortablement pour certains, et le monde dont on vit, et il est en quelque sorte, cette distance, ce porte-à-faux est en train de se rendre beaucoup plus visible, et en particulier grâce au virus. C'est une espèce de titillement continuel, avec des conséquences tragiques pour beaucoup de gens. Donc tout ça rend la question du nouveau régime climatique beaucoup plus prégnante, beaucoup plus corporelle, encore une fois. On va justement parler à la question de que faire, après le « où suis-je », le « que faire » justement. Mais en ce moment, beaucoup de gens, en tout cas ceux qui ont les moyens, peut-être se posent la question de quitter la ville, retrouver la nature d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que ça nous dit ce questionnement, et est-ce que c'est durable, et est-ce que c'est pas aussi limité à ceux justement qui en ont les moyens ? C'est-à-dire, on a beaucoup dit pendant la crise que les caissières, les soignants étaient essentiels, et pour beaucoup, ce sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour changer de vie radicalement ou se mettre plus près de la nature. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Mais je crois que la question n'est pas d'être plus près de la nature, la question c'est d'être... La nature, elle est ici dans ce studio aussi bien que à la campagne. Hein. C'est plus un problème de nature, c'est un problème de construire des enceintes à l'intérieur duquel vous êtes confiné qui soient vivables et habitables. Oui. Donc, au contraire, ce que la crise a révélé admirablement, c'est l'extension incroyable des inégalités.
tout le monde le savait, enfin, pas un sociologue et pas un économiste les ignorait. Mais maintenant, tout le monde les ressent précisément des deux côtés. C'est-à-dire, le livreur de pizza, lui, il sent bien les inégalités que celui à qui on livre la pizza ressent aussi. Donc c'est la discussion passionnante sur est-ce que c'est essentiel ou pas essentiel, est-ce qu'on ferme ou est-ce qu'on ne ferme pas. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces questions qui paraissaient en quelque sorte closes dans un ordre hiérarchique assez disons, fermé, se rouvrent. Elles se rouvrent en détail. Ce qui est très important, c'est que c'est des détails. C'est pizza par pizza, habitation par habitation, métier par métier, sous-métier. Maintenant, tout le monde dit, oui, mais brusquement, on est envahi par les cartons, etc. Ah oui, alors donc il faut refaire à nouveau la question des emballages. Et de fil en aiguille, c'est quand même la totalité des détails de notre existence qui se remettent en jeu. Donc, évidemment, avec des marges de manœuvre et évidemment des inégalités massives que certains voient très bien comment augmenter. C'est le cas des GAFA, évidemment, qui se jettent sur la situation pour vendre leurs affaires. On est en guerre, de toute façon, c'est une situation de guerre. Mais au moins, c'est une guerre ouverte. Elle se rouvre un peu partout, dans tous les détails. Donc, il y a une capacité d'action, en tout cas, c'est évident, écologique, collective, qui est quand même accrue. Alors justement, ce nouveau régime politique, celui de la pandémie, celui aussi de la catastrophe climatique, vous le définissez comme étant structuré par un conflit entre ce que vous appelez les ravaudeurs, d'une part, et les extracteurs. Donc les ravaudeurs, c'est ceux qui tentent comme ça de rapiécer le monde, et les extracteurs, ceux qui le détruisent. Bon, voilà, ils extraient les énergies fossiles, par exemple, ou pourquoi ce clivage? Et est-ce que ce clivage, il n'est pas compliqué dans la mesure où, particulièrement dans nos sociétés, on est tous des extracteurs. Oui, c'est pas un camp qui permet de refaire des grandes manifestations Bastille, nation bien ordonnée, ça c'est vrai. Mais justement, c'est la situation on est en guerre, mais c'est une guerre avec des fronts qui sont multiples. Il faut faire des activités de guérilla, disons, parce qu'il n'y a pas de front bien placé. Mais ravauder, c'était un moyen de sortir, disons, d'un certain type d'idéal où une action collective énorme et un front de modernisation allait nous faire basculer dans un autre système. Alors que cette révolution, ce caractère de transformateur énorme, il a été fait pendant le XXe siècle par ce qu'on appelle l'anthropocène, par ce qu'on appelle le développement des forces productives. Et il est derrière nous, en quelque sorte. Et donc, soudainement, les forces politiques progressistes, disons, ne sont pas dans la renversement du système et brusquement se disent de mille façons comment est-ce qu'on va réparer, comment est-ce qu'on va remettre des capacités de vie, tout simplement, d'habitabilité de la planète. Et c'est pour ça qu'il fallait un mot qui, je reconnais qu'il est un peu bizarre, de ravauder, ça paraît pas fantastiquement mobilisateur, et pourtant c'est ce qu'on fait quand on fait une ZAD, c'est ce qu'on fait quand on fait un squat, c'est ce qu'on fait quand on reprend la question du transport, quand on reprend la question des villes, tout le monde reprend la question en disant mais en fait on a fait plein de bêtises, maintenant comment on revient en arrière? Et il va falloir innover beaucoup, mais innover en retrait en quelque sorte de cette espèce de mouvement de l'histoire indiscutable dans lequel on était et qui nous amène disons dans le mur. Donc c'est en ce sens que ce ravaudage me paraît très intéressant. Quel regard vous portez sur est-ce que par exemple les activistes qui vous avez parlé des ZAD qui se mobilisent en ce moment, ça fait partie des gens qui ravaudent tout ça. Dans votre livre, il y a une belle phrase sur les militants d'Extinction Rébellion, ce mouvement de jeunes écologistes radicaux, peut-on dire, même si est-ce que ce mot a beaucoup de sens, mais vous dites ils sont le symptôme d'un doute angoissant sur la suite des générations. C'est un no futur qui s'exprime là. Est-ce que leur colère, elle est politiquement féconde? Est-ce que c'est des gens comme ça qui nous aident à comprendre et qui peuvent nous aider à rapiécer tout ça? Je pense que la politique devient une politique de vie, disons, d'engendrement. C'est ce que j'appelle engendrement, c'est le doute sur les capacités de rendre la Terre habitable. Ça veut dire est-ce que je vais avoir des enfants, pas des enfants? Exactement. Est-ce que je vais avoir une génération suivante ou pas de génération suivante? Est-ce que je vais avoir un sol à des échelles qui sont des échelles très différentes, puisqu'il faut arriver à marier des questions qui nous dépassent complètement sur le climat avec des questions minuscules. C'est où est-ce que je mets mes enfants? Comment est-ce que j'éduque mes enfants? Comment je les nourris, tout simplement? Donc à toutes les échelles. Et c'est ces nouvelles, ce que j'appelle les nouvelles luttes de classe géosociales, en quelque sorte, qui étaient en fait, qui ont toujours été là, en fait, mais qu'on avait un peu dissimulé pendant le XXe siècle, derrière une définition uniquement de production. Alors là, il ne s'agit plus de production, il s'agit d'habitabilité.
Et ça, c'est vrai que les mouvements qui vont un peu vraiment partout, ce sont des doutes sur est-ce que je suis capable de passer à la génération suivante. C'est des questions que quand j'étais jeune, on ne se posait pas, on s'en posait plein d'autres. Mais comment on allait développer, comment on allait combattre, etc. Mais pas est-ce qu'on va habiter, est-ce qu'on va rendre à nos enfants une terre habitable. Et cette tension sur les questions d'engendrement, encore une fois très incarnée corporellement, elle se voit dans une multitude de mouvements, que ce soit les mouvements que vous connaissez bien en Amérique, des questions d'engendrement au sens de race, au sens de sexe, au sens de genre multiples. Dans toutes ces questions, ce sont des questions que je regroupe sous la question de l'habitabilité. Et c'est ça que je trouve positif, si j'ose dire, dans la situation actuelle. Et peut-être pour finir, justement, une ou deux questions, mais vous créez un nouveau nous, d'une certaine façon, dans ce livre. Vous dites, confinés de tous les pays, unissez-vous. Vous avez les mêmes ennemis, ceux qui veulent s'échapper dans une autre planète. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pourront de toute façon toujours créer des mondes à part. Oui. Et puis, il y a les autres qui sont chargés d'habiter la planète, ne pourront pas faire autrement et doivent du coup s'en occuper. C'est pour ça que les tensions politiques sont beaucoup plus vives que maintenant que nous l'étaient, parce qu'il y a des gens qui vivent effectivement sur notre planète. Si vous dites, mais moi je vis dans une planète où il n'y a pas de problème climatique, de toute façon je prépare un voyage sur Mars, et en même temps j'ai des énormes domaines en Nouvelle-Zélande, et puis je ne prends jamais de toute façon le métro, donc ça ne me concerne pas, et puis j'ai même pas le Covid, d'ailleurs j'y crois pas, j'ai pas besoin de masque. Et vous avez affaire à des gens qui ne vivent pas effectivement sur la même planète. Et donc la tension politique, elle est évidemment extrême. Et c'est cette tension qui permet aussi d'imaginer des autres alliances entre des gens qui eux-mêmes, les laissés pour compte en quelque sorte de ces gens qui veulent fuir dans une autre planète, se disent mais au fond, on a au moins des intérêts communs, c'est de rester sur une Terre elle-même limitée, avec lequel nous avons des intérêts communs, même si, au milieu de ces intérêts communs, on a un nombre incroyable de disputes. C'est pour ça que c'est difficile de réutiliser les camps comme on les avait avant, et en même temps, on est bien en situation de conflit, on est bien en situation de guerre. C'est compliqué, évidemment, de repérer ça. Oui. Une petite question sur la façon dont, je ne sais pas comment vous appréciez ça, nos dirigeants ont géré cette crise sanitaire. Justement, ils ont parlé de la guerre, comme vous, au début, notamment en France, pas tous, mais en France notamment. Et en même temps, ce qu'on a constaté depuis le début, c'est des erreurs. Bon, on peut dire, peut-être on peut faire des erreurs dans des moments comme ça, mais une succession d'erreurs. Et peut-être un jugement, mais cette incapacité à nous dessiner un avenir dans cette situation. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que c'est normal ? Mais ce qui m'inquiète plus, c'est l'idée d'une guerre contre le virus n'a aucun sens. Ça, c'est la réutilisation d'un modèle ancien pour agir justement sur des êtres nouveaux avec lesquels il faudra vivre de toute façon comme on vit avec la grippe. Mais ce qui ne va pas du tout dans la métaphore de la guerre, c'est que c'est une guerre de mobilisation générale pour être immobile. Donc, vous ne pouvez pas mobiliser en étant paralysé chez soi. C'est insensé comme mode. Donc je pense que la complexité, alors je ne parle pas de tous les errements, mais en même temps je ne m'imagine pas ministre de la Santé, je veux dire, c'est des problèmes qui sont insolubles. Enfin, on n'a rien fait, disons, pour nous faire participer aux décisions concernant cette question. Donc la métaphore de la guerre, on nous dit il faut nous mobiliser, il faut être loyal, il faut être bon citoyen, etc. Mais c'est complètement contradictoire de mobiliser pour être chez soi, à ne rien faire. Je pense que là, c'est pas de leur faute, c'est la situation complètement bizarre dans laquelle on est rentré avec ce confinement qui fait qu'on a une injonction contradictoire. Mobilisez-vous complètement, mais restez chez vous à ne rien faire. Vous restez paralysé, vous faites rien et vous ne comprenez pas. En plus, on comprend la moitié des décisions, on ne les comprend pas. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, il y a tous ceux qui sont obligés effectivement d'être mobilisés, mais dans des conditions qui révèlent des inégalités qui étaient déjà là. Donc, vous voyez, je pense que c'est une espèce de... Ouais. Un épouvantable chaos dans lequel je ne vois pas quel gouvernement pourrait nous en avoir sorti. Par contre, maintenant, il faut se réapproprier la situation, ça c'est sûr, pour essayer d'en faire quelque chose. Moi, je me donne ma petite pierre à cette affaire. Si on ne tire pas des leçons de cette crise, on subit comme ça toutes ces décisions dont beaucoup nous paraissent arbitraires pour rien, en quelque sorte. Ça serait catastrophique. Merci beaucoup, Bruno Latour. On rappelle votre livre « Où suis-je ? Leçon du confinement à l'usage des terrestres » aux éditions La Découverte. Si vous voulez bien, vous allez rester avec moi 2 minutes pour le 24 heures.
Si vous n'avez pas lu Mediapart ce lundi ou ce week-end, séance de rattrapage. Et bien sûr, abonnez-vous ce lundi. C'est ouvert le Beauvau de la sécurité voulu par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Camille Polony lance à cette occasion une série sur les pistes et propositions pour améliorer la confiance avec les citoyens. Et oui, c'est encore possible. Encore faut-il le vouloir. On part aux États-Unis. Le journaliste Cole Stengler nous parle d'une mobilisation marquante dans l'Alabama, un État conservateur du sud du pays où 6000 salariés d'un entrepôt Amazon votent pour la création d'un syndicat aujourd'hui. Ce serait le tout premier aux États-Unis en cas de vote positif. Cette première pourrait faire basculer les rapports de force au sein du géant du numérique aux États-Unis et ailleurs, commencer en tout cas à le faire. Enfin, alors que le procès politique de l'affaire Karachi s'est achevé la semaine dernière, retrouvé dans le club de Mediapart, c'est une tribune des familles et proches des victimes de l'attentat lié à cette affaire. C'était le 8 mai 2002 au Pakistan. 11 employés français de la direction des constructions navales avaient trouvé la mort dans cet attentat. La justice politique nous a écartés, la justice antiterroriste nous délaisse. Nous restons les témoins vivants de ce que la justice peut charrier de pire, l'abandon et le mépris des victimes. Écrivent-elles. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée. Prenez soin de vous.